Le guérilla testing est un excellent outil qui peut résoudre de nombreuses questions. Parlons expérience concrète avec une invitée ayant récemment réalisé une grosse session de guérilla testing. Bonne écoute dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la KakatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode tout à fait unique. On va parler de guérilla testing, on en a déjà parlé récemment, et où je vous ai présenté tout simplement une expérience que j'avais eue moi de guérilla testing au sein de Lydia. Mais en fait il y a plein de formes différentes de guérilla testing, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant dans cet épisode de voir une autre expérience concrète, vraiment réelle, qui s'est passée sur le terrain de guérilla testing pour vous inspirer, pour vous donner des idées, pour vous apprendre d'autres choses, et puis peut-être à la suite parler encore d'autres expériences et vous montrer un petit peu toute la diversité des user tests qu'on peut faire en mode guérilla. Aujourd'hui, je suis donc avec Tina qui a mené un guérilla test dans l'équipe design digital des Galeries Lafayette. Salut Tina. Salut, enchantée, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans Parlons Design, et Tina va tout simplement nous raconter cette expérience de guérilla testing pour nous apporter son point de vue, son retour là-dessus. Donc on va commencer tout de suite très vite dans le concret, la mise en place déjà de ce guérilla testing. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte et pourquoi vous avez décidé de mener une guérilla research? Yes, alors en fait, pour la petite histoire, moi j'ai fait un stage donc au Galeries Lafayette en tant que UX designer. Et peut-être un mois ou deux après mon arrivée, on s'est lancé effectivement dans un guérilla test avec l'équipe design. Donc on était 3. Il y avait un UX designer, un UX researcher dont moi. Et puis c'est vrai que il y a eu en fait pas mal de questions autour de l'application Galeries Lafayette. Au cas où vous ne sachiez pas qu'il y en avait une, il y a une application Galeries Lafayette. Et en interne, on s'était demandé quelle est la place finalement de cette application dans l'esprit des gens. Est-ce qu'ils savaient justement que cette application existait, et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement répondre à des difficultés qu'ils rencontreraient dans leur quotidien, que ce soit l'achat en ligne, leur visite en magasin ou autre. Bref, en fait, c'était assez large. On voulait faire aussi un petit peu un état des lieux concrètement sur ce qu'il y avait aujourd'hui. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure de guérilla test. Voilà un petit peu comment ça a commencé. Ouais, donc comme toute bonne user research, vous avez déjà une vraie problématique à l'origine. Ouais. Alors là, qui était plutôt en amont d'un projet design, c'était on veut savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de l'existant, et quelles sont les attentes des gens pour pouvoir voir comment on fera évoluer le produit à l'avenir. Ouais, comment on fera évoluer ou pas d'ailleurs. Il y a plein de questions qui en découlaient. Effectivement, c'était la question principale. Ouais. Ok, donc, une fois qu'il y avait cette problématique très claire, bien définie, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer ces séances de guérilla ? Comment vous avez choisi qu'est-ce que vous allez demander, où vous allez le faire, tout ça. Comment ça s'est passé ? Ouais, très bonne question. C'est vrai que quand on parle des Galeries Lafayette, on a tendance à penser directement au magasin, forcément. Mais il y a toute une stratégie aussi digitale autour du site et de l'application. Et c'est vrai que c'était la première fois en fait qu'on se lançait dans un guérilla test en physique en magasin avec l'équipe design. Et il y avait cette question justement, comment est-ce qu'on allait aborder les gens dans le magasin Galeries Lafayette. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs magasins Galeries Lafayette, donc il y en a un à Haussmann, aux Champs-Élysées et ailleurs. Bref, je vais pas tous vous les citer, mais dans d'autres villes de France aussi. Dans d'autres villes de France, exactement. Merci de le préciser. Et forcément, nous étions au siège à Paris, donc fallait faire quelque chose d'assez rapide. Donc la décision s'est plus portée sur le magasin Galeries Lafayette Haussmann, donc qui était assez proche de nos bureaux. Et une des questions aussi principales, comme je le disais tout à l'heure, c'était de savoir comment aborder les gens.
en magasin, parce que vu que voilà, c'est un grand magasin où il y a plein de marques de luxe qui sont vendues, ça va répondre aussi à une certaine clientèle, et on pouvait pas aller par exemple à la caisse ou dans des stands et juste poser des questions comme ça aux clients comme on l'aurait imaginé, ce qui est assez normal parce que voilà, on voulait pas non plus couper l'expérience des clients. Tout ça pour dire que finalement, en fait, de fil en aiguille, après en avoir parlé avec le magasin, avec l'équipe design en interne, on a fait le choix donc de se placer à la sortie du magasin pour pas gêner l'expérience des clients durant leur shopping. Une fois qu'on avait décidé un petit peu toute la logistique, si on peut dire ça comme ça, on a préparé donc des questions qu'on a mis à l'écrit. C'était on va dire 5 questions au total plus ou moins, qu'on a retravaillé ensemble. On s'est fait des petits tests entre nous pour voir si c'est fluide ou pas, parce que forcément aussi il fallait que ce soit assez rapide, parce que vous allez, même si on se plaçait à la sortie des magasins, on allait quand même interrompre en fait ce que le client allait faire. Donc, faut que ce soit assez rapide et pas qu'on le gêne non plus trop longtemps. Donc voilà, on s'est limité à 5 questions assez simples pour aller droit au but. Donc une fois qu'on a mis tout ça à l'écrit, on s'est mis d'accord avec le magasin, voilà, pour choisir les dates et les créneaux. On l'a fait en fait sur 3 jours, mais c'est pas 3 jours entiers. On a fait une première session en début d'après-midi. Je crois que c'était 2-3 heures maximum, plutôt 2 heures, bref, enfin c'était dans ces eaux-là. Le deuxième jour, c'était dans la matinée, pareil, 2-3 heures. Et le troisième jour, c'était aussi dans la matinée de 3 heures. Donc voilà, quand je dis jour, c'est pas le jour entier, c'était vraiment des petites plages en fait dans la journée qu'on avait dédiées aux guérillas pour aller en magasin et rencontrer les clients. Voilà, globalement. Ouais, c'est intéressant du coup de voir. C'est une des vraies problématiques du guérilla, c'est qu'on a un temps hyper réduit. Ouais. Surtout là, en placement, sortie de magasin, les gens étaient forcément prêts à partir faire complètement autre chose et avaient pas forcément beaucoup de temps à vous donner à ce moment-là. Donc avoir un truc hyper concis. Et aussi, vous avez testé donc plusieurs plages horaires avec peut-être des réactions clients différentes. Justement, si on passe vraiment dans comment ça s'est passé concrètement, quelles ont été tes remarques là-dessus sur est-ce que c'est dur d'avoir du monde? Combien vous avez réussi à interviewer de personnes sur ces 3 sessions de 3 heures à peu près? Quel a été ton retour d'expérience là-dessus? Ouais, effectivement, c'est aussi un peu le but d'un guérilla, c'est que tout va hyper vite et le temps de gérer cette partie logistique, les questions, etc. Déjà, faut aller assez vite là-dessus. Et ensuite, nous, si tu veux, au début, on s'est dit, vu qu'on était 3, il y en avait un globalement qui enregistrait l'audio, enfin de l'interview, un autre qui prenait les notes et un autre qui lidait l'interview. Petite parenthèse concernant l'audio, bien sûr, il y avait cette problématique aussi de demander en fait aux clients, bien sûr, s'ils étaient d'accord qu'on les enregistrait, parce que voilà, même si on les filmait pas, c'est toujours important de demander le consentement, voilà, tout simplement, des personnes. Donc il y avait aussi ça à gérer. Et sur le coup, en fait, au début, on avait juste préparé donc les questions et on s'est dit que en fonction de la personne qui interroge ou qui enregistre, l'autre personne qui va prendre les notes, en fait, on le faisait sur nos notes personnelles. Bon, c'est pas l'idéal, mais vous allez voir qu'après on a changé un peu de stratégie, mais en tout cas, c'est la première chose qu'on a faite pour la première plage, donc de l'après-midi. Où en fait on alternait, c'était pas qu'une personne en fait qui faisait toutes les interviews et qu'une personne qui faisait l'audio. C'est pour ça que voilà, ça change. Il y avait un roulement entre les différents postes qui permettait aussi de se reposer peut-être un petit peu entre chaque session, et c'était ça la volonté derrière. Ouais, c'était ça. Et donc à la fin donc de cette première session, on s'est clairement on s'est rendu compte que c'était un peu le bazar pour s'organiser au niveau des notes, et on s'est dit tout simplement pourquoi pas faire un Google Form, mais que nous en fait on allait remplir. Ça veut dire qu'en fait on a déjà mis un Google Form avec les questions,
Et sur le moment même, lorsqu'on fera l'interview, en fait, nous, on va remplir les réponses. En fait, dit comme ça paraît extrêmement bête. Et ce qui est important, je trouve, c'est justement de rebondir après, par exemple, votre première session, votre deuxième session, de prendre en compte ce qui a marché et ce qui a pas marché, et de faire en fait une évolution au fur et à mesure. Ce qui serait dommage si vous restez en fait sur ce premier a priori qui n'a pas marché et que vous le gardez en fait pour les prochaines sessions, vous allez pas justement en profiter pour améliorer ce que vous avez fait, ce qui est un peu dommage. Donc là, en tout cas, on a essayé de le faire. C'est une méthode à recommander, ça a bien marché. Ensuite, le Google Form qui vous servait, vous, d'outil de prise de notes. Ouais. Franchement, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça nous a pas mal aidé, tant bien sur le moment où il fallait remplir assez rapidement les réponses, que pour après, puisque fallait aussi, bien sûr, analyser ensuite les réponses. Et forcément, dans un Google Form, après, vous avez les graphiques qui vont avec en fonction du pourcentage, etc. Tu fais une première analyse, en fait, très rapidement. C'est ça. Donc, franchement, nous, pour le coup, ça nous a pas mal aidé. Après, c'est vrai que il fallait intégrer les premières réponses qu'on a eues la première session sans Google Form avec les autres sessions avec le Google Form. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, il y avait ça qu'il fallait raccorder, donc qui est pas hyper évident. Mais vaut mieux toujours en fait se rattraper plutôt que de laisser la chose traîner, et où après l'organisation en fait elle est pas terrible, et où après surtout en fait l'analyse elle va être d'autant plus compliquée, quoi. Ok, ouais. Donc super intéressant sur la prise de notes. Ouais. En termes de vraiment interview, est-ce que là aussi il y a eu des trucs où les premiers jours ça a été dur de peut-être récupérer les gens, de les interviewer, les avoir? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez très rapidement trouvé une bonne méthode? Quel a été l'outil qui a bien marché là-dessus? On avait en fait interrogé 89 personnes. Au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué d'aller chercher les gens, parce que forcément, ils veulent sortir du magasin vite et vaquer à leur occupation. Au début, on se partageait un petit peu, ça veut dire qu'on allait tous les trois aller chercher les gens, et la première personne en fait qui récupérait une personne, le premier d'entre nous trois qui récupérait la personne, l'idée l'interview, et après les deux autres en fait rejoignaient la personne en question. Donc vous étiez en fait en phase de recherche, vous étiez trois indépendants, chacun a essayé de récupérer des personnes, et dès que quelqu'un arrivait à avoir un contact, là vous le rejoignez et on commençait directement l'interview. Ouais. Ok. C'était ça. Et en termes de formulation pour aller récupérer les gens, je pense que tous les trois en fait on l'a fait de manière assez différente, et lorsqu'on voyait qu'une technique marchait mieux, on l'utilisait plus. Par exemple, je sais que j'avais essayé avec mes collègues aussi, on commençait la phrase par exemple par excusez-moi, est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder, c'est pour les Galeries Lafayette, et après on enchaînait. Et le fait de mettre en avant en fait le temps que ça prend, pour le coup c'était vraiment 2 minutes, c'était assez rapide. Je pense en tout cas que les clients se disaient bon, allez, je vais prendre 2 minutes de mon temps avant de sortir, je vais répondre à leurs questions. En plus c'est pour les Galeries Lafayette, je vais leur donner un petit coup de main. Et en tout cas moi j'ai eu l'impression que ça allait beaucoup plus vite dans la manière dont on le formulait, en tout cas de cette façon-là. Vous avez plus de réponses positives quand vous le formulez de cette manière-là, quand vous indiquez pas le temps dans le... Ouais, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un petit badge Galerie Lafayette, parce qu'il y a un dress code aussi dans les magasins, on est habillé tout en noir, et on avait un badge, chacun de nous trois avait un badge, ce qui mettait encore plus en avant le fait que on travaille pour les magasins. En fait, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas là pour les embêter histoire de les embêter, et si on veut leur poser des questions, c'est vraiment pour l'expérience des Galeries Lafayette. Et il y avait des clients qui regardaient le badge et qui étaient rassurés, en tout cas ça se voyait, ils le disaient pas, mais ça se voyait dans le langage corporel que voilà, ils étaient plus aptes en fait à nous répondre aussi. Okay, donc la tenue vestimentaire peut être aussi quand même un petit atout à bien penser en amont pour optimiser le taux de réponse là-dessus. Tout à fait. Il y a la formulation de la phrase, la manière dont vous allez forcément chercher les gens, et la tenue vestimentaire, là où vous vous placez. Effectivement, nous c'était dans le cadre du magasin à la sortie, et c'est vrai qu'on avait l'impression que se mettre à la sortie, ça coupait moins l'expérience client, là où si on s'était mis à l'entrée, ça coupe en fait dès le début, quoi. Et la sortie ça coupe quand même, mais vu que c'est vraiment à la fin du parcours, on va dire, du shopping, c'est quand même différent.
Ok. Tout à fait. Et tu nous disais 89 personnes interviewées sur ces 3 sessions-là. Oui. Est-ce que c'était 30 personnes par session ou est-ce qu'il y a eu une session beaucoup plus efficace que d'autres ? Ça s'est déroulé comment là-dessus ? Non, pour être honnête, c'était assez bien réparti. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais la première session, en tout cas, on avait fait pas mal de personnes. La deuxième, on a fait un peu plus, et la troisième encore peut-être un petit peu plus, mais ça se jouait vraiment à pas grand-chose. C'était globalement assez équivalent, quoi. Ouais, la question du créneau matin, après-midi ou de la journée dans la semaine avait pas eu un gros impact, c'était plus vous qui étiez un petit peu plus expérimenté à la fin et donc qui récupérez un peu plus de monde, mais il y a pas... On a peut-être vu une légère différence, en tout cas en matinée où il y avait peut-être un peu moins de monde, mais enfin honnêtement ça a pas fait une grosse différence. Donc globalement, si on veut faire du guérilla et qu'on se dit ah mais là c'est peut-être pas le bon moment, mieux vaudrait que j'attende jeudi après-midi parce que ça sera plus optimal. Globalement, tu dis, toi, de ton expérience, ça n'a pas changé grand-chose. Non, pas vraiment. Après, en revanche, il y avait aussi un jour de solde parmi les jours qu'on avait sélectionnés au début. Et on s'était dit justement que c'était peut-être pas la meilleure des choses parce qu'en solde, déjà, les vendeurs dans le magasin, ils vont être assez sollicités, les vigiles aussi. Et puis même les clients, en fait, qui vont venir dans le magasin, il y a plein de clients qui vont venir. Donc c'est peut-être pas l'idéal en termes de... Enfin, si on se pointe en fait à la sortie du magasin alors que c'est les soldes et que c'est le rush, c'est pas l'idéal. Ouais. Donc il y a quand même une partie forcément où tu dois te poser la question pour vous et pour les clients, la logistique du magasin, c'est quoi le meilleur moment. Mais en termes de créneau horaire vraiment, on n'a pas ressenti une très grosse différence, surtout que vu que c'était sur 3 sessions, dont une en fait l'après-midi et 2 le matin, dans tous les cas en fait ça se complétait. Un autre point intéressant par rapport à ça, tu disais donc à peu près 90 personnes en 3 sessions de 2-3 heures. Ouais. Et ça matche pas mal avec la fois où j'avais fait du guérilla research comme ça, où en gros globalement on tourne sur à peu près du 10 personnes interviewées par heure. C'est à peu près les bons ratios auxquels on peut s'attendre, mais globalement on peut difficilement faire plus de 10 interviews par heure. Ouais. C'est déjà des bons scores là-dessus. Donc c'est toujours une bonne info à savoir par rapport au nombre de personnes qu'on va espérer d'avoir sur toute une session de guérilla test. Ouais. Maintenant que vous avez collecté toutes ces infos-là, ces 90 personnes en magasin, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous les avez traitées ? Comment vous êtes organisé là-dessus sur cette restitution ? Comme je disais en fait tout à l'heure, c'est vrai que ce qui était difficile, c'est qu'au début, donc on était parti sur des notes individuelles et qu'après on est parti sur Google Forms. Donc fallait déjà combiner les deux, mettre en avant aussi ce qui ressortait du Google Forms par rapport aux statistiques. Vu qu'on avait pris aussi des enregistrements audio, on s'est retrouvé du coup à peu près avec 70-80 enregistrements parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils étaient pas d'accord pour les enregistrer, donc fallait aussi analyser les verbatim, et ce qui était en tout cas très important dans notre analyse, c'était bien sûr les chiffres, ce qui en ressortait par rapport aux questions qu'on avait demandées, les statistiques, et aussi les verbatim, parce que les verbatim c'est vraiment la chose qui allait dire en fait c'est pas nous en tant que designers qui le disons, c'est vraiment en fait les clients sur le terrain qui nous ont dit telle chose, et pour le coup on avait une preuve audio concrètement qui le disait. Donc il y avait aussi cette partie décortiquage, si je peux dire ça comme ça, des verbatim audio des clients, en plus de l'analyse qu'il y a eu à travers le Google Form qu'on a fait en fait. Donc l'analyse en tant que telle avait une valeur chiffrée de voilà, tant de personnes pensent ça, tant de personnes pensent ça. Ouais. Et le verbatim venait faire une preuve sociale un peu, ça, ouais. même si en soi elle n'est pas représentative, de dire voilà, on a tous ces gens qui disent ça, regardez, même on a tel exemple très précis de lui qui a dit ce truc là, et en fait ça vient faire de la preuve qui est assez irrationnelle finalement, de se dire une personne a dit ça donc c'est vrai. Et c'est plus, on vient appuyer la data par, écoutez, il y a même cette personne qui a dit ça, et ça renforce le propos. Ouais, après aussi, en fonction des tranches d'âge, en fait, il y avait des choses qui revenaient souvent. Par exemple, les jeunes adultes vont nous dire certains retours qui se voyaient dans les statistiques, mais qui s'entendaient aussi dans les verbatim, en fait. Et c'était assez intéressant de voir qu'en fonction
des tranches d'âge justement, du type de clients aussi qui venaient en magasin, les verbatims et les statistiques qui ressortaient étaient se rejoignaient mais en même temps étaient différentes. Enfin voilà, c'était quand même assez intéressant de le voir de cette manière-là aussi. Ok, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Ce que je trouve vraiment intéressant là, sur tout ça, c'est que on voit bien qu'il y a plein de formes de guérilla testing qui peuvent exister pour répondre à plein de types de questions différentes, que ce soit une question là comme toi aux galeries de perception de l'existant, une question de quels sont les besoins qu'on n'a pas encore résolus des utilisateurs, ou au contraire le guérilla un peu plus classique qu'on a l'habitude de voir partout, qui est j'ai fait un proto, j'aimerais avoir des retours rapides là-dessus. Le guérilla fonctionne aussi, ou même la validation d'un truc qui est sorti, ressenti face à la nouveauté. Il y a tout le temps des méthodes guérilla qui vont exister, qu'on peut créer, qu'on peut réadapter aussi à notre sauce pour répondre à ces problématiques. Et en fait, c'est une super méthode quand il y a peu de moyens. Ça veut pas dire peu de moyens à l'échelle, mais peu de moyens sur cette problématique en particulier. Mais qui a besoin d'une réponse concrète. Et finalement, on voit qu'en quelques heures de guérilla, même si ça demande beaucoup d'énergie, on peut avoir des réponses hyper intéressantes et hyper concrètes surtout. Donc je pense le message qu'on peut essayer de faire passer à travers ce podcast, c'est que si votre entreprise a un besoin d'informations sur un sujet particulier et que personne se lance, en fait vous pouvez lancer cette initiative d'aller faire du guérilla testing. Ça demande un peu de préparation, ça demande un peu de temps, finalement pas tant de temps que ça par rapport à toute la valeur qu'on va récupérer derrière. Ouais. Si je peux ajouter aussi quelque chose que j'ai peut-être pas dit, je pense qu'il faut aussi pas hésiter à persévérer, parce que c'est vrai que sur le coup on peut se dire une guérilla, ça fait un petit peu peur d'aller récupérer les gens, surtout en magasin. En tout cas pour ma part, c'était la première fois que je le faisais, donc j'étais un peu nerveuse. Il faut vraiment pas hésiter à aller chercher les gens. C'est vrai que c'est dur de se prendre des noms, ou quand les gens nous disent qu'ils ont pas le temps, bon c'est normal, mais voilà, faut pas s'arrêter à ça. Vous le faites vraiment pour une raison, pour un objectif précis, et dites-vous qu'au final aussi, je pense c'est hyper intéressant d'avoir des retours de vrais clients en fait que vous voyez sur le terrain, que c'est entre guillemets pour la bonne cause aussi. Donc voilà, vraiment pas hésiter à aller chercher les gens, même si c'est dur, même si vous prenez des vents, bon c'est normal aussi. Et puis aussi, si je peux revenir sur un point que j'ai dit tout à l'heure, pas hésiter aussi à itérer. Si vous voyez que des choses ont pas très bien marché, que ce soit dans votre prise de notes, que ce soit dans des questions qui sont peut-être un peu trop biaisées et qui répondent pas à vos objectifs, c'est pas grave, vous pouvez aussi les retravailler dans vos prochaines sessions ou pour les prochaines guérillas. Et au contraire, faut pas le voir, je pense, comme une fatalité ou un échec sur le même moment, mais plus une occasion pour itérer sur de nouvelles choses et améliorer aussi votre manière d'aborder le sujet. Merci, j'espère que tous ces conseils pourront vous aider au mieux. C'était un format un peu spécial du podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec un petit message sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Tina sur LinkedIn. Le lien sera bien sûr, comme tout le temps quand il y a des invités dans le podcast, dans la petite description. Pensez également à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour suivre les futurs épisodes. On reparlera peut-être de guérilla testing ou d'autres méthodes de user research. Pendant la discussion, là, il y en a quelques-unes qui me sont venues, donc ça risque d'arriver prochainement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut!